l'instant, enfin c'est quand même un des, on va dire, des pères fondateurs de l'Internet français, on peut dire ça comme ça, Rafi Aladjian, que beaucoup connaissent, et Rafi qui intervient ce soir en qualité de fondateur et de président, alors de SETS, voilà. Rafi, je te donne la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors j'ai un peu perdu l'idée de la trame que je suis censé suivre. Alors, je m'appelle Rafi, j'ai 52 ans. Et je suis un peu malade. Voilà, alors pour raconter ma vie, me donner un peu de background, j'ai fait des études de sémiologie. Ma formation c'est la sémiologie, c'est très très utile dans la vie. Et un jour, quand j'étais à la fac, en 83, j'ai eu un accident fondateur dans ma vie. Il me manquait une UV. Je me suis inscrit dans un cours au hasard sans trop savoir ce que c'était. Ça s'appelait télématique. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et c'était les tout débuts du Minitel. À cette époque-là, il y avait 17 000 Minitel en France. Et pour moi, ça a été la grande révélation. D'une part, j'ai découvert qu'on pouvait connecter autre chose qu'un téléphone à un réseau. J'ai découvert le plaisir qu'il y a à arriver parmi les tout premiers sur un domaine et l'excitation qu'il y a d'arriver sur un terrain où rien n'est fait et où même quand on a 22 ans, on est légitime pour pouvoir inventer des choses. Et depuis, je suis ce parcours-là, enfin tout le reste de ce que j'ai fait et la suite logique de ça. La suite logique a plusieurs titres. D'une part, avec le Minitel dans les années 80, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ce qui aide pour la suite, parce que dans les années 80 et au début des années 90, c'est pas comme si vous alliez pouvoir lever de l'argent en France, comme s'il y avait des VC ou comme si des banques françaises allaient vous prêter de l'argent pour faire des choses un peu innovantes. Donc si vous vouliez faire des choses innovantes au début des années 90, vous aviez intérêt à les avoir gagnées avant autrement. Et le Minitel, pour ça, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour Massimo Sigli, c'est vrai pour Xavier Niel. Ça a été quand même un truc qui a permis à des tas de gens d'obtenir l'argent qui a permis de financer la suite. C'était une parenthèse. Donc j'ai fait du Minitel pendant des années. En 94, je me suis dit que le Minitel c'était bien, mais toutes les bonnes choses ont une fin, c'est-à-dire que les choses sont liées à la technostructure, au niveau culturel et au niveau d'appareillage que les gens ont chez eux. Et donc, fatalement, les gens commençant à avoir de plus en plus de PC chez eux et un processus d'empowerment de l'utilisateur final ayant commencé, il était inéluctable qu'il allait y avoir un autre type de réseau. Donc, j'ai cherché un peu tout ce qui pouvait remplacer, qui pouvait être la suite du Minitel. J'ai découvert l'Internet vers 1992, mais c'était encore l'Internet d'avant le web, donc je voyais un peu pas trop comment on pouvait remplacer un truc aussi convivial que le Minitel par l'Internet. Et puis en 93, j'ai découvert le web avec la sortie du navigateur. C'était un des grands moments de révélation de ma vie, et je me suis dit, je veux faire ça. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'est ça que je voulais faire. Et en 94, j'ai donc créé FranceNet, qui était la toute première boîte d'Internet en France. Alors c'était une boîte d'Internet, parce que rétrospectivement, on a tendance à dire que c'était un fournisseur d'accès, c'était un hébergeur ou un truc, sauf que quand un domaine commence et qu'il est totalement informe, ces catégories n'existent pas. Vous êtes juste une boîte d'Internet, vous avez juste l'instinct qu'il y a là quelque chose qui est en train de se passer et que vous voulez en être, et l'histoire ensuite vous indiquera comment ce truc-là transforme. Donc voilà, FranceNet ça a grossi. FranceNet s'appelle British Telecom France depuis 2001. J'ai vendu FranceNet à ce moment-là. Ensuite j'ai créé Ozone, dont l'idée était de dire l'Internet c'est très bien, sauf que quand ça s'arrête sur le pas de votre porte, comme c'était le cas à l'époque, c'est pas vraiment l'Internet, parce que l'évolution historique du réseau, c'est une dépendance de plus en plus grande sur le réseau. Au réseau, une espèce d'addiction au réseau, et donc il est inéluctable qu'il doit y avoir un prolongement mobile à cette connectivité. Et donc Ozone a essayé
de couvrir tout Paris déjà pour commencer en Wi-Fi avec des antennes sur les toits. J'ai vendu Ozone à SFR en 2007. Et en même temps, en 2003, il y avait cette deuxième idée qui est que l'histoire ne se terminait pas avec les PC, enfin qu'il y avait une vie après le PC, qu'il n'y avait pas de raison pour que dans notre environnement, il y ait simplement un seul appareil, le PC à l'époque, puisque les smartphones n'existaient pas encore, soit la seule gateway, la seule passerelle à travers laquelle tous nos échanges d'informations, à la fois la fenêtre par laquelle nous postions nos informations et obtenons des informations, soit limitée à ce seul guichet qui était posé quelque part, et que puisque la technologie existait, puisque des trucs comme le Wi-Fi ou le Bluetooth commençaient à apparaître, il devenait inéluctable qu'on pouvait en mettre à peu près dans n'importe quoi et démultiplier les points de contact que l'utilisateur pouvait avoir avec le réseau et que donc n'importe quel objet pouvait finir par être un terminal ou un point d'entrée ou un point d'échange d'informations et qu'on n'avait plus besoin d'aller simplement au seul puits du village chaque fois qu'on avait besoin d'eau, mais qu'il pouvait y avoir de l'eau courante dans tous les objets. Et donc pour symboliser un peu ce message qui est maintenant on peut connecter à peu près n'importe quoi au réseau, on a fait Navastag, le lapin communicant. La démonstration c'était si on peut même connecter un lapin, on peut tout connecter. Parce que, lorsque vous avez besoin de faire une démonstration, et comme dit l'adage, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, si vous commencez par connecter, par exemple, je ne sais pas, un frigo, on va trouver naturel de connecter les frigos, mais ça ne va pas vous dire que ça ne dit pas forcément qu'on peut connecter tout. Donc le lapin, avec cette espèce d'incarnation, d'exemple ultime, ça s'appelle une antanaclase en rhétorique, qui illustrait ça. Bon, alors, le problème de Navastag, c'est qu'il est venu un peu tôt, c'est-à-dire qu'il est venu à une époque où on ne parlait pas d'objets connectés, où quand on rencontrait les gens, ils disaient « mais j'ai un PC, pourquoi j'ai besoin d'avoir un lapin ?» Voilà. Qu'à la FNAC, il n'y avait pas de rayon pour les lapins, ont été vendus au rayon des routeurs, ce qui n'était pas le meilleur endroit pour le vendre, parce que ce n'est pas tout de faire de l'innovation, c'est qu'il faut que l'ensemble de l'infrastructure suive, il faut qu'il y ait des endroits, il faut que dans les magasins, il y ait des endroits qu'il y ait des rayons ad hoc, que la culture diffuse et pour que vous puissiez vendre. Donc le Navastag, bon an, mal an, on en a vendu 150, 180 000, et puis voilà, et après on s'est cassé la gueule. Tout de suite après, j'ai démarré Sense avec la suite, en tant que suite de Violet. En gros, au début de Violet en 2003, la question était peut-on connecter autre chose qu'un PC au réseau, et Navastag était l'incarnation de ça. La question qu'on s'est posée à partir de 2009-2010, alors qu'on voyait déjà apparaître d'autres objets connectés, c'est de deux choses l'une. Ou bien l'Internet des objets est un phénomène important au même titre que l'Internet tel qu'il était, enfin le web tel qu'on l'a connu, ou l'Internet mobile tel qu'on l'a connu dans les années 2000, c'est-à-dire quelque chose qui va bouleverser profondément les usages, les applications, et pas simplement pour 2 ou 3 startups, mais pour l'ensemble des industries et des acteurs, ou bien c'est un petit truc sympa dans lequel on va avoir 3 ou 4 gadgets sympathiques qui vont sortir, auquel cas on s'en fout. J'étais convaincu que l'Internet des objets est un phénomène important et l'étape d'après l'Internet, enfin le web, l'Internet mobile, et que c'est un changement profond. Mais ça veut dire que les gens chez eux ne vont pas avoir 2, 3, 4 objets connectés, mais 50 ou 100. Parce que si vous aviez 2 ou 3 objets connectés chez vous, ce serait l'équivalent d'avoir 2 ou 3 sites web que vous consulteriez en tout dans votre vie, ou 2 ou 3 applications sur votre smartphone. Ces phénomènes peuvent exister qu'à partir du moment où ils sont massifs, que l'offre
d'usage, d'application ou de trucs est massive et que le nombre d'objets que vous avez chez vous est énorme. Et donc, quand on s'est posé la question, mais comment on parvient à ça, c'est-à-dire un environnement dans lequel j'ai 50 ou 100 objets connectés chez moi, est-ce que c'est la même chose qu'avoir 50 ou 100 fois un objet connecté chez soi? Or non, quand on a 50 ou si on doit avoir 50 ou 100 objets connectés chez soi, il y a des tas de choses qui changent. D'abord, il est peu concevable qu'on va acheter 50 ou 100 objets à 200 € pièce pour chacun des besoins, c'est 200 € pour son chien, 200 € pour sa plante, 200 € parce qu'on a des ongles à carner, 200 € par problème de la vie quotidienne, d'autant que de manière générale, il n'y a pas de problème, sauf à avoir une maladie grave, qui soit suffisamment récurrent ou permanent dans la vie pour justifier l'achat d'un appareil et puis il y a des tas d'autres choses, c'est que si vous deviez avoir 100 ou 50 objets dans votre vie, vous n'allez pas supporter de charger 50 batteries tous les 15 jours, vous n'allez pas supporter même d'apprendre à utiliser 50 appareils, vous allez apprendre à la logique particulière de chaque appareil, même si c'est très facile, ça devient inconcevable. Vous n'allez pas supporter d'appuyer sur un bouton pour que les données soient synchronisées. Vous n'allez pas vouloir apprendre la logique de communication ou d'interaction avec. Donc tout, dès lors qu'on projette on essaie d'imaginer un véritable Internet des objets, c'est-à-dire celui où il y aurait plein d'objets dans notre environnement, change tout. D'où l'idée de Mother, qui est le produit que nous avons annoncé et lancé, qui est fait d'une part de Mother, qui est la station de base qu'on connecte à son routeur, à sa box, et surtout des cookies qui sont des capteurs polyvalents. L'idée étant que vous achetez une boîte de 4 cookies, que ces cookies sont tous identiques, et que vous allez aller en ligne et choisir l'application pour laquelle vous voulez utiliser ce cookie. Vous allez dire, moi je veux protéger ma maison et je veux être alerté en cas d'intrusion et je vais mettre un cookie sur ma porte. Donc on va de manière transparente configurer ce cookie pour détecter des ouvertures de porte et ça va devenir un capteur d'ouverture de porte. Mais si je suis au début de l'année, que j'ai pris des bonnes résolutions pour devenir plus actif, je vais dire, je veux compter mon nombre de pas, mesurer mon niveau d'activité, je vais choisir l'activité, l'application podomètre, et le cookie va devenir un podomètre, je vais en mettre un dans ma poche, comme ça. J'en ai deux, j'ai celui de meeting, et ça va devenir un podomètre pendant le temps que durent les bonnes résolutions de début d'année. Si je veux passer l'après-midi avec mon enfant et à jouer avec son ours en peluche et qu'il fasse poète-poète quand l'ours bouge, je vais mettre un cookie dans l'ours en peluche et sélectionner l'application bruit incongru. Ça s'appelle pas comme ça. Voilà l'idée. L'idée, c'est le capteur est versatile. Vous avez des applications. Là, on travaille sur une quinzaine d'applications pour le lancement du produit. La plateforme est ouverte et donc n'importe qui peut développer des applications pour ces capteurs. Et les gens décident ce qu'ils veulent faire de leur objet pour une après-midi ou pour toute la vie, selon leurs besoins du moment ou leurs envies du moment. L'intérêt de la chose, c'est que ça permet aussi de faire des choses qui ne justifieraient pas qu'on achète un objet exprès pour. Par exemple, faire des compétitions de brosse à dents avec ses gamins pour savoir qui est le plus fort de brosse à dents. Vous n'allez pas acheter des brosses à dents exprès pour ça. Mais ça peut être rigolo pendant un certain temps. Combien d'applications que iPhone servent toute la vie finalement? Vous en téléchargez une, vous l'utilisez aussi longtemps que c'est marrant et puis vous passez à autre chose. Et la question de savoir est-ce que c'est futile, est-ce que c'est utile, est-ce que ça vaut la peine ne se pose pas. Si ça intéresse 17 personnes, il y a une application qui va servir à 17 personnes, mais on n'aura pas fabriqué l'objet exprès pour ça. Voilà.
figure imposée. Donc, Sens aujourd'hui, le capital de Sens aujourd'hui est détenu à presque 100% par mois. Le financement est assuré à 100% par mois, comme ça a été le cas par toutes mes entreprises précédentes. Enfin, le principe général de toutes les boîtes que j'ai montées, c'est que je finance les choses jusqu'au moment où le produit existe, commence à se vendre. Non. Et on fait rentrer des VC au moment où le produit existe. Ce qui, ça veut dire maintenant. Donc le produit est en cours de fabrication, on les tests, le nouvel an chinois qui a interrompu un peu les choses. Voilà, dès la fin du nouvel an chinois, donc fin février, on finit de fabriquer le produit et on attaque l'entrée de nouveaux actionnaires. Merci Rafi. Donc ici, à bon entendant, salut. Il y a des choses à faire. Là, il a pas dit aujourd'hui, non. Voilà.